Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Astoria, le VC verticalisé en AssurTech. Florian Graillot, founding partner d'Astoria à Paris. Comme le marché de l'assurance est un gros marché, en Europe, juste pour donner un chiffre, 1300 milliards de primes par an. Donc énorme marché. Donc, tout compris, tout type d'assurance. Tout type d'assurance, tout type de produits, vie, non-vie, santé, yard comme on dit en français, donc assurance habitation, ouais. Auto, etc. Donc c'est un marché qui est énorme et finalement les distributeurs là-dessus qui prennent, on va dire, entre 10 et 30%, ça fait un énorme marché. Donc l'opportunité est énorme. L'AssurTech en profondeur à découvrir cette semaine avec Florian qui nous explique comment l'Open Insurance révolutionne ce secteur. Pas de PSD2, mais des assureurs et réassureurs qui accompagnent ces innovations et se positionnent clairement en acteurs du changement. Un chiffre à noter, 40% des deals en AssurTech intègrent des corporate VC provenant de l'assurance. Les cartes sont rebattues grâce à l'apparition de nouveaux risques, la mise en œuvre de nouvelles technologies et l'adoption par des acteurs d'autres secteurs de solutions d'assurance intégrées. Nous découvrons Astoria et son tout premier fonds spécialisé en AssurTech et la manière dont, grâce à la donnée, le VC est à même de sourcer des deals et d'anticiper des tendances un peu partout en Europe. Ce fonds spécialisé en seed a déjà effectué une dizaine d'investissements et nous étudions en particulier l'un d'entre eux, WeCover. C'est le premier épisode où nous approfondissons en détail la chaîne de valeur, suivant les différentes typologies d'assurance et nous comprenons que ce secteur évolue très rapidement en mode hybride. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Florian. Salut Solène. Eh bien écoute, merci de venir passer du temps avec nous sur FinScale pour nous parler d'Astoria. On est donc dans un endroit un petit peu bruyant, donc je suis désolée, c'est pas la première fois, on a un restaurant à côté, donc j'espère que tous les auditeurs nous entendent bien. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Ouais, déjà, merci Solène de me recevoir pour échanger ensemble. Pour faire très court, je dirais, moi, ça fait une quinzaine d'années en fait que j'investis dans des startups, startups tech, plutôt jeunes, en seed, plutôt généraliste au début de ma carrière, et puis depuis quasiment 6 ans maintenant dans l'insurtech. Donc finalement, depuis les débuts de l'insurtech en Europe, en quelque sorte. D'abord chez AXA Ventures, et puis depuis 3 ans maintenant, j'ai monté mon propre fonds avec Yann, mon associé. Donc c'est un fonds qui s'appelle Astoria VC et qui investit partout en Europe sur des thématiques insurtech et donc dans des startups très jeunes en seed. Parfait, merci beaucoup. Alors c'est vrai que la SurTech, on en a un petit peu parlé au fil de l'eau dans mes épisodes. J'ai eu quelques sociétés dans la SurTech, dans la micro-assurance aussi. Donc c'est un sujet que j'aimerais qu'on approfondisse avec toi aujourd'hui pour revenir sur des concepts d'embedded insurance, d'open insurance, parce qu'on connaît très très bien l'open banking grâce à PSD2 et il y a beaucoup de sujets dont on parle, mais l'open insurance c'est plus récent. Donc justement, est-ce qu'on pourrait commencer par ça, que tu nous parles un petit peu des tendances dans la SurTech et nous expliquer ces concepts d'open insurance ? Oui, effectivement, c'est assez intéressant que la question d'ailleurs vienne de la partie FinTech parce que finalement l'insurtech, c'est un peu, ça a été vécu depuis quelques années maintenant comme un sous-vertical de la FinTech. Et ce qui est très intéressant, c'est que si d'ailleurs on fait une petite screenshot à date sur la scène française par exemple, en fait dans l'insurtech FinTech, on a des unicorns dans l'insurtech. Donc c'est assez intéressant. Alors que je pense à évidemment Alan, je pense à plus récemment Shift Technology, et puis c'est des Frenchies qui sont à la tête de la boîte, Tractable qui est basé en Angleterre, mais c'est des Français qui gèrent la société ou qui ont créé la société. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement l'insurtech grossit très vite et certes ça reste petit par rapport à la fintech, mais voilà, on a déjà des boîtes qui sont très bien valorisées, qui grossissent très bien. Et pour revenir sur les tendances du coup, si on regarde finalement depuis 2014-2015, il y a eu une première vague, très grosse vague de boîtes très B2C, donc qui visaient à transformer la distribution. Et ça va faire le lien avec l'open insurance justement. Donc direct to consumer, une des plus connues aujourd'hui et des plus en avance aussi en termes de valorisation, c'est Luco sur l'assurance habitation, mais il y en a eu plein d'autres. Ouais. C'est quand même la partie du marché finalement qui a été le plus adressée. Il y a énormément de boîtes qui se sont créées. C'est depuis quasiment 2015-2016 plus de la moitié largement des deals
qui sont faits sur la distribution. Et puis voilà, il y a quelques boîtes qui sortent la tête de l'eau. Luco en est une par exemple. Je pense à Lovis, Leocare aussi, qui sont multiproduits. Donc ça a été la première tendance. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme le marché de l'assurance est un gros marché, en Europe, juste pour donner un chiffre, 1300 milliards de primes par an. Donc énorme marché. Donc, tout compris, tout type d'assurance. Tout type d'assurance, tout type de produits, vie, non-vie, santé. Yard, comme on dit en français, donc assurance habitation, auto, etc. Donc c'est un marché qui est énorme et finalement les distributeurs là-dessus qui prennent, on va dire, entre 10 et 30%, ça fait un énorme marché. Donc l'opportunité est énorme. Et partant de ce constat-là, on a donc vu des gens qui repensaient l'expérience utilisateur. Et puis, en fait, il y a eu des nouvelles opportunités qui se sont créées. D'abord pour... Mais du fait de quoi ? D'une nouvelle réglementation ? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. À contrario de l'open banking qui est venu par le régulateur, l'open insurance et même toutes les initiatives et innovations qu'on voit sur la distribution viennent pas du tout du régulateur, mais viennent des opportunités de marché. Donc, opportunité de marché pour repenser une relation entre l'assureur et l'assuré qui était un petit peu datée, pour rester poli. Et donc, c'est l'émergence des acteurs B2C. Ensuite, des technologies à destination des distributeurs en place, courtiers, agents, les boutiques qu'on a au coin de la rue, et qu'il fallait équiper en technologie pour passer finalement du papier à quelque chose d'un petit peu plus moderne. Et puis, cette troisième vague qui est en train d'exploser aujourd'hui, qui est l'open insurance. Et en fait, l'open insurance, c'est quoi ? Au-delà d'être un mot qui est copié de l'open banking, comme ça ne vient pas du régulateur, mais plutôt du marché, c'est cette capacité à intégrer de la souscription d'assurance dans des parcours clients. Et ça porte un autre nom aussi sur les réseaux sociaux. On voit souvent les deux, soit Open Insurance, qui est plutôt un terme utilisé par les assureurs eux-mêmes. Et de l'autre côté, plutôt marché, plateforme, e-commerce, c'est Embedded Insurance, donc l'assurance embarquée en français. Ou intégrée. Ou intégrée. Voilà, je ne sais pas si on dit l'un ou l'autre d'ailleurs. J'avoue même, je pense en français, on utilise le mot en anglais, mais je dirais intégrée. En tout cas, intégrée, ça reprend bien le concept qui est de dire j'ai mon parcours client et à un moment du parcours client, je vais venir proposer un produit d'assurance qui est pertinent. Et c'est un produit finalement qui est normalement le bon produit au bon moment, à travers le bon canal, et ce qui permet d'avoir des taux de conversion plus élevés. Et puis aussi une adhésion. Parce que finalement, un des challenges aussi de l'assurance, c'est la compréhension. Les personnes normales qui ne travaillent pas dans l'assurance disent « je ne comprends pas bien pourquoi je suis assuré » ou « je ne comprends pas bien pourquoi je dois payer ce produit ». Donc, ce qui fait qu'on a des produits qui sont obligatoires, par exemple l'auto, l'habitation, etc. Et puis, on a des produits qui étaient appelés affinitaires ou pocket product jusqu'à présent, qui, eux, ne sont pas obligatoires et qui sont difficiles à pousser. Donc, on est obligé de convaincre le client final que oui, ça a une utilité. Mais en fait, on se rend compte que quand on l'intègre dans le parcours client au plus près du produit ou de l'expérience qu'il est censé protéger, en fait, le consommateur en comprend le besoin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'embedded insurance ou le open insurance est en train de décoller et on le voit avec de plus en plus de plateformes qui sont en train d'intégrer de l'assurance dans leur parcours, alors qu'au départ, elles n'avaient rien à voir avec ce métier-là. Alors, intéressant, parce qu'on parle du réglementaire, PSD2 a vraiment aidé, a été contributeur de ce changement de paradigme, je dirais, de la mise en place de plein de nouveaux business models. Tu n'as pas la même chose dans l'assurance au niveau réglementaire, mais alors du coup, pour pouvoir agir dans cet écosystème-là, comment les sociétés en AssureTech font pour... parce qu'il n'y a pas encore, comme pour le bancaire, moi je connais bien entendu mieux ce secteur-là, mais comment ça se passe d'un point de vue réglementaire pour être dans les clous vis-à-vis de la CPR, puisque en France, c'est la CPR qui régule, ou de l'équivalent, par exemple au Luxembourg, le COMASU. Comment ça se passe ? C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a la CPR, il y a un autre acteur, je pense à l'Orias. Orias, les distributeurs, eux, sont oriacés, on en a fait un verbe. Et donc, effectivement, il y a ces questions de réglementation. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la réglementation, en fait, c'est jamais un frein. Parce que si on regarde justement dans les InsurTech, il y a quelques acteurs qui sont allés relativement vite pour avoir finalement leurs agréments d'assurance. Un Alan à l'époque, c'était le premier depuis très longtemps. Il y en a trois, il y avait un petit côté extraordinaire. Ouais. Il y en a trois effectivement avec Senna qui a été le deuxième, mais qui l'a eu aussi assez rapidement finalement. Et puis Achille plus récemment. Et puis il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux en ce moment. Donc on voit que finalement cet argument de la réglementation qui serait un alibi ou un argument pour protéger entre guillemets les acteurs en place, finalement c'est pas si vrai que ça. Non pas que le régulateur lâche la bribe, etc. Parce que finalement, à nouveau, il n'y en a que très peu. 3 déjà agréés et puis
2 ou 3 en cours, donc c'est pas beaucoup, mais ça arrive. Et donc c'est pas finalement un chemin impossible à passer. Pareil pour l'Orias. Orias, le nombre de plateformes qui sont Oriasées, c'est quand même assez impressionnant. Je me souviens de Blablacar qui, dans son évolution, au début était juste un générateur de leads entre guillemets pour un AXA, leur partenaire de l'époque, et puis est devenu, a été enregistré à l'Orias, plus récemment un Ornicar. Donc tous ces acteurs-là, finalement, nous, on le voit en tant qu'investisseurs comme du process, en fait. Donc oui, les acteurs en place l'imaginent, le conçoivent comme une lourdeur. Ça, j'en conviens notamment, par exemple, quand on est assureur de plein exercice. Ça a quelques conséquences, on va dire ça comme ça. En revanche, pour obtenir ces agréments-là, c'est quand même plus du process qu'autre chose. Et après, dans l'opérationnel, moi, je dirais que le truc qui est important, c'est quoi la valeur pour le client final ? Quelle valeur ça apporte d'être aujourd'hui, d'avoir l'agrément d'assureur par rapport à quelqu'un qui est juste un distributeur? Ça, c'est une vraie question. Alors, c'est très intéressant parce que, alors je refais le parallèle avec le secteur bancaire, mais si on se reprojette 10 ans en arrière, les fintech étaient un petit peu les barbares, c'était un petit peu les troublions. Et voilà, maintenant, le secteur a évolué, les acteurs en place ont bien conscience qu'il faut travailler main dans la main avec ces nouveaux acteurs. Comment se positionnent les assureurs et les réassureurs parce que le rôle n'est pas le même dans cette constellation et ce secteur? Question hyper intéressante et d'autant plus intéressante que tu y inclus les réassureurs. Parce qu'en fait, si on regarde comment le marché fonctionnait et fonctionne encore aujourd'hui, finalement, on a plusieurs acteurs. On a des distributeurs qui sont soit des réseaux externes, soit des réseaux internes aux assureurs eux-mêmes, les assureurs qui portent le risque, et les réassureurs qui, en dernier recours, sont en fait les porteurs de risque. Et on voit que cette chaîne de valeur, elle est en train d'être chamboulée. On a parlé tout à l'heure de la distribution avec les acteurs qui font du direct-to-consumer, l'embedded insurance ou les technologies qui permettent aux agents et courtiers en place de se digitaliser. Et donc on voit que la distribution est assez attaquée. On voit aussi sur la partie produit de plus en plus de nouveaux risques qui émergent, le risque météo, le risque cyber, le risque lié aux nouveaux travaux, la gig economy, ça pose quand même beaucoup de questions sur la manière de porter et d'assurer finalement un risque qui est changeant. Et donc on voit que toute la chaîne de valeur est en train de bouger. Et ce qu'on voit aussi dans la relation en fait entre les assureurs et les insurtech et les réassureurs et les insurtech, c'est que déjà, contrairement à la banque, depuis le début, donc 2014, c'est l'apparition du fameux hashtag sur les réseaux sociaux, donc on va dire que c'est le début de l'InsurTech. Dès le début, les assureurs réassureurs ont été très actifs. Je pense à des Municré qui sont actifs depuis le début sur la partie réassurance. Je pense à évidemment des AXA qui a lancé à l'époque AXA Ventures, qui a lancé ensuite Camet, le Startup Studio, qui avait AXA Partners pour faire des partenariats au niveau globaux. Et puis on peut prendre Allianz qui fait à peu près la même chose, Allianz Partners, Allianz X, le fonds d'investissement. Et donc ça c'est intéressant, c'est que dès le début, ils ont été très actifs. La conséquence de ça, c'est que, je crois que c'est un chiffre qui a été publié sur le premier trimestre 2021, 40% des deals qui étaient faits dans l'InsurTech contenaient un corporate VC. Oui. Donc c'est quand même beaucoup. Oui. C'est pas loin de la moitié, donc c'est quand même plutôt énorme. Soit, je dirais, par peur de rater et d'avoir finalement à subir un unbundling comme il y a eu dans la banque, parce que finalement, tu parlais de paiement tout à l'heure ou des choses comme ça, c'est des sujets où finalement ça a été complètement fractionné et les établissements bancaires ont été attaqués finalement de toutes parts par un marché foisonnant. Donc il y a peut-être aussi un petit côté défensif en finalement préemptant les innovations, voire en les créant. Je pense à des Accurate sur la partie souscription qui sont nés dans les laboratoires d'AXA, par exemple. Donc ça c'est un élément qui est intéressant. Donc il y a peut-être un élément défensif et puis il y a un élément aussi qui est dans la relation finalement entre le distributeur et le porteur de risque. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'à mon sens, ça crée une sorte de compétition entre l'assureur et le réassureur. Le réassureur est censé être caché derrière l'assureur. Mais en fait, on voit de plus en plus des réassureurs qui travaillent directement avec des distributeurs pour leur donner de la capacité d'assurance. Et c'est un peu notre conviction, notre thèse à long terme, c'est de dire que finalement, le job d'un acteur de l'assurance, ça sera de porter le risque. Porter le risque, c'est le métier des réassureurs aujourd'hui. Et donc, on imagine que la frontière qui existe aujourd'hui entre assureurs et réassureurs va être amenée à disparaître. Quelques exemples là-dessus. Municré, à nouveau actif depuis le début. Je pense à Swiss Re qui a lancé son acteur de distribution un peu embedded insurance qui s'appelle iptiQ. Et puis Covéa, acteur plus proche de nous, qui pour la 4e fois maintenant essaye de racheter un réassureur. Ils ont essayé avec Score, ils ont essayé avec PartnerRe et aux dernières nouvelles de la presse assurance, ils essayent avec
AXA XL Re. Donc voilà, il y a une vraie volonté, nous semble-t-il, c'est pas comme ça qu'ils le disent, mais de remonter la chaîne de valeur et finalement d'aller chercher de la valeur en étant le porteur de risque ultime, en étant réassureur. Alors, derniers acteurs dont on parle aussi, c'est toute la population, agents personnes physiques ou personnes morales, de courtiers et d'agents d'assurance. Ces métiers-là, ça va disparaître ? Et c'est une excellente question. En fait, si on regarde les chiffres aujourd'hui, à nouveau, plus de 80%, parfois même 90% des flux passent par ces réseaux-là, les courtiers et les agents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit à nouveau un besoin un peu différent de certains segments de marché. Je pense aux jeunes, évidemment, qui, par définition, ont plutôt des comportements en ligne. Et on le voit d'ailleurs dans la banque. Tu faisais le parallèle en introduction avec la banque. Je pense que là, on a un proxy de ce qui peut arriver dans l'assurance en regardant ce qui se passe dans la banque. C'est-à-dire que si on regarde il y a une dizaine d'années, les banquiers disaient non, mais notre réseau d'agences, c'est notre force, on ne les fermera pas. 10 ans après, on constate un basculement des comportements bancaires en ligne. Et en parallèle de ça, on constate la fermeture massive des agences bancaires chez tout le monde. Ouais. Les chiffres qui ont été publiés récemment, c'est des moins 20, moins 30%, donc c'est très significatif des agences bancaires. Mais ce qui est normal, parce que les clients basculent en ligne. Ceci étant, il y a des clients qui ont encore besoin d'être accompagnés en physique. Et donc ça pose une première distinction entre des populations qui peuvent être amenés sur des parcours digitaux et puis des populations qui en fait ont rien à faire en ligne. Et c'est pas grave, les deux doivent cohabiter. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est des éléments malheureusement aussi de contexte. L'année dernière, on a tous été enfermés pendant plusieurs mois. Avoir des réseaux d'agences, ça sert à rien quand le monde est fermé. Ouais. Donc ça, c'est un peu radical et en plus, c'est pas souhaité et c'est agréable pour personne, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui a aussi, on l'a constaté, amener les assureurs à beaucoup se poser la question de digitaliser justement leurs équipes en place, les agents, les courtiers, en les équipant de technologies pour en fait continuer à travailler même quand l'agence est fermée. Tout à fait. Et le dernier point que je mentionnerai là-dessus, c'est aussi les produits. Il y a des produits qui sûrement sont plus pertinents en ligne. Typiquement, quand on parlait d'embedded insurance, quand il va s'agir de vendre une assurance embarquée, typiquement sur un vélo électrique, sur un matériel informatique ou des choses comme ça, ou même sur une expérience. Je fais un petit trajet, j'ai besoin d'être assuré pendant le trajet. Ça, on sent bien qu'il faut que ce soit intégré dans le parcours. À l'inverse, il y a des produits plus complexes. Je pense à de l'assurance vie, peut-être de l'assurance santé, où on a besoin d'être rassuré et de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Là, effectivement, on peut peut-être être amené à interagir avec quelqu'un. Donc pour moi, je n'opposerai pas les deux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, avec nos LP, quand on fait des comités investissement, on a beaucoup investi dans la distribution plutôt indirecte, donc dans la banque assurance ou bank insurtech, dans embedded insurance ou dans les outils aux acteurs en place. Notre raisonnement, c'est toujours le même. On n'a pas en tête une cible où 100% de la distribution sera digitalisée. Il y a des segments de clients qui resteront physiques et il y a des produits qui resteront physiques. Le tout, c'est d'avoir le bon mix. Et donc, il n'y a pas de religion. Est-ce qu'on fait passer 100% au physique ou pas ? C'est un bon mix. Et en fait, c'est parce que ce mix va arriver et va ne faire qu'accroître. Un exemple, le e-commerce, aujourd'hui, c'est 30 à 40% du retail. Aux US, en Angleterre, je n'ai pas les chiffres en France. C'est 13, je crois. C'est 13. Bon, c'est quand même petit, mais j'imagine que ça grossit très vite et que ça a un petit peu explosé l'année dernière. Mais en fait, typiquement, si on plaque ces chiffres-là sur le marché de l'assurance, aujourd'hui, l'assurance en France, la partie un peu en ligne digitalisée, qui sont beaucoup les comparateurs d'ailleurs, c'est plutôt 8% environ, 8-10%. Donc c'est quand même très faible. Donc on se dit qu'il y a une marge de manœuvre. Mais à nouveau, la marge de manœuvre, c'est pas pour monter à 100%. Oui, tout à fait. Et alors, dernière question sur ces tendances. Comme ça, on en tire un maximum du jus de cerveau. Est-ce qu'il y a des distinctions suivant le type d'assurance ? Par exemple, la vie, les assurances vie, et je ne pense pas qu'au niveau de la France, mais au niveau européen. Est-ce que ces secteurs-là, je ne sais pas, sur l'assurance vie ou sur l'IARD, vont plus vite l'un par rapport à l'autre, ou c'est similaire ? Alors clairement, il y a eu plus de startups insurtech lancées sur la partie IARD, P&C en anglais, donc auto-habitation. Je pense pour une raison assez simple, c'est comme c'est des produits obligatoires,
il y a de fait un marché énorme. Alors il y a aussi beaucoup plus de compétition parce que c'est des produits commoditisés, hein. Tous les assureurs proposent une assurance habitation, l'assurance voiture c'est souvent un produit d'entrée et d'appel. Donc il y a effectivement plus de compétition, mais un marché qui est plus gros, des clients qui n'ont pas besoin d'éduquer, puisque de toute façon ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre une assurance. Donc ça c'est quand même un élément qui à mon avis a expliqué pourquoi il y avait beaucoup plus d'acteurs sur cette partie-là. Sur la partie ligne commerciale, hein, TPE, PME, il y a un petit peu moins d'acteurs. En revanche, ça commence à venir. Donc typiquement, si l'Angleterre a eu 2-3 ans d'avance sur la thématique, en France, on voit de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce segment, qui est quand même un gros segment, hein, en termes de primes. On n'est pas loin des chiffres sur la partie personnelle. En revanche, c'est des risques qui sont plus gros, plus complexes, etc., où il y a souvent besoin de plus d'accompagnement. Donc là, on est sûrement plus dans l'assureur augmenté, donc la technologie au service des distributeurs en place, plus que de la désintermédiation totale sur la partie distrib. Sur la partie santé, c'est assez intéressant parce que finalement, quand on regarde dans chaque pays européen, finalement, on a des fonctionnements qui sont un petit peu différents. En France, évidemment, on a un fonctionnement très spécifique avec la sécurité sociale où tout passe par là d'abord, qui peut d'une certaine manière aussi faciliter, hein, parce qu'on a un seul flux à traiter en sa provenance. En revanche, il y a eu finalement assez peu d'acteurs. J'en ai deux qui me viennent en tête. Il y a Alan, évidemment, en France, qui d'ailleurs est une des plus grosses insurtech en France, hein, parce que le marché de la santé est quand même énorme. C'est des primes qui sont très élevées, donc c'est un marché qui est très attractif. Et puis clairement, ils ont craqué quelque chose en termes d'expérience client. Et puis en Allemagne, Autonova, qui est donc un acteur qui est présent depuis un petit peu plus longtemps qu'Alan, qui a des résultats qui sont peut-être un petit peu plus faibles, mais voilà, qui commence à se généraliser et à se diversifier au-delà de l'assurance santé pure. L'assurance vie, elle, est en fait traitée un peu par la fintech. Est-ce que c'est du wealth management? Est-ce que c'est de l'assurance? Pas si clair que ça. On a eu une grosse vague avec les robo-advisors, etc. Alors ça date un peu, hein, les robo-advisors, mais ça a quand même été un sujet. Et ce qu'on voit en ce moment, en revanche, c'est un peu le lien autour de la banque InsurTech que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire comment intégrer finalement une expérience d'assurance au sein du parcours bancaire, notamment en allant détecter les moments de vie. Parce que finalement, l'assurance vie, c'est ça aussi, hein. Il y a des moments de vie quand on a un enfant, quand on déménage, quand on change de boulot, quand on acquiert un bien, etc. C'est plein de moments où c'est pertinent d'aller pousser les produits d'assurance ou d'adapter en tout cas la couverture à l'état de vie de l'acteur qu'on a en face de soi. Et le compte en banque dit énormément de choses de ça. Parfait, écoute, c'était hyper intéressant qu'on approfondisse, hein. C'était très très clair. Alors maintenant, si on parle d'Astoria, donc on a bien compris que vous êtes spécialisé dans cette verticale. Mais alors, Astoria, moi j'ai découvert en préparant cet épisode, ça n'est pas qu'un fonds de VC. Est-ce que tu pourrais nous présenter le fonds déjà, nous expliquer quelle typologie d'investisseurs vous avez? On fera un focus après sur une ou deux boîtes de votre portefeuille. Mais j'aimerais aussi, dans un deuxième temps, que tu nous présentes aussi toute la partie data que vous avez, la database que vous avez développée. Mais déjà, parlons du fonds. Ouais, donc Astoria, effectivement. Alors le nom, il vient d'un quartier à New York, hein, qui est en face de Upper East Side, qui s'écrit évidemment avec un I, mais donc nous on l'a écrit avec un Y pour des raisons évidentes de référencement. Et donc voilà, Astoria VC, donc ça a été cofondé par Yann, mon associé, et moi-même. Et en fait, il se trouve qu'on navigue la scène InsurTech en Europe depuis à peu près le même moment, hein, parce que pendant que j'étais chez AXA Ventures, comme je le disais tout à l'heure, lui était chez Euler Hermes Digital Agency, donc un des meilleurs exemples, je pense, sur le marché d'innovation interne. Ça a donné lieu à des boîtes qui sont pas mal, hein. Je pense à Okodo en Angleterre sur ce genre de produits de trade credit insurance ou trade insurance. Et puis donc voilà, donc on a créé Astoria il y a 3 ans avec un constat assez simple qui était une sorte de trou dans la raquette sur l'insurtech très jeune, le seed. Pour une raison simple. En fait, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, l'insurtech, ça a toujours été considéré comme un sous-vertical de la fintech. La conséquence de ça, c'est que les principaux investisseurs en insurtech sont des fonds fintech qui sont plutôt énormes, et qui du coup mathématiquement ont du mal à couvrir des tours de vrais seed, hein, en dessous de 3 millions d'euros. C'est des fonds, hein, qui gèrent 150 millions d'euros. Je pense à Finch Capital, Speed Invest, Blackfin, Antemis. Tous ces gens-là sont des gens qui gèrent 150 et plus millions d'euros et qui mathématiquement ne peuvent pas descendre trop bas. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était de voir que les corporates, qui étaient quand même très actifs sur l'investissement, eux ne recherchaient pas que du retour financier, mais aussi de l'apport stratégique, des partenariats, comme ils disaient.
analyse. Et donc ça les amenait aussi naturellement à monter en puissance en termes de tours et à participer plutôt à des séries A, séries B. Donc, dit autrement, les acteurs seed de l'InsurTech, c'était plutôt des généralistes du seed. Or, on a la conviction que l'assurance est très spécifique. C'est ce que les assureurs disent toujours, mais on en a cette conviction-là et on avait la conviction aussi que nous, ayant cette vision européenne et ce réseau d'assureurs en Europe, on pouvait justement accélérer le développement de ces InsurTech au tout début où finalement, c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question d'accompagnement, de structure et de go-to-market vis-à-vis des assureurs. Et c'est là où je pense qu'on a un unfair advantage chez Astoria, c'est qu'on connaît à peu près tous les assureurs en Europe, on leur parle de manière régulière et on sait à peu près qui cherche quoi, comment, qui a la capacité de travailler avec des InsurTech, qui a l'habitude de le faire ou pas, dans quelles conditions. Donc toute cette connaissance-là qu'on amasse depuis 3 ans chez Astoria et puis même plus généralement depuis qu'on est sur la scène InsurTech, c'est quelque chose qu'on met au service des entrepreneurs. Et on le met au service des entrepreneurs, donc on investit dans l'InsurTech, qu'on définit de manière assez large. C'est toute technologie qui peut avoir un impact sur l'assurance. Le mot InsurTech en lui-même, on l'utilise sur les réseaux sociaux, pas dans notre manière de communiquer notre scope d'investissement. On investit partout en Europe, ça c'est un élément qui est très important pour nous et qui nous différencie beaucoup. On est l'acteur qui a le portefeuille le plus diversifié dans l'assurance en Europe, pour une raison simple, c'est que c'est un marché qui est encore petit, et donc il est assez peu probable que toutes les bonnes solutions viennent de France. C'est clair. Statistiquement. Mais c'est valable aussi en Allemagne, c'est valable aussi en Suisse, c'est valable aussi en Pologne, c'est valable aussi en Angleterre, c'est valable dans les Nordiques. Donc depuis le début, nous, notre sujet, c'était de se dire, comme on connaît assez bien le marché, les besoins, etc., on va aller chercher à chaque fois, sur chaque thématique, la boîte qui nous semble la plus pertinente. Et la réponse, elle n'est pas forcément en France. Et vous avez levé combien pour ce On a levé fonds ? un peu moins de 15 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est vraiment un petit véhicule, mais qui nous permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui en seed. Des tickets qui vont de 100 à 250 000 euros pour le premier ticket quand on l'investit très tôt, parfois d'aucuns diraient en pré-seed. Nous, on définit le seed, et merci de faire le lien qui me permet d'expliquer la maturité à laquelle on intervient. Nous, c'est très tôt. Très tôt se définit comme post-produit. Donc on n'a même pas de contraintes sur la partie revenu. D'accord. Notamment quand on fait du B2B. À nouveau, on estime que notre rôle, c'est de financer le premier client. Et donc vous mettez des tickets de combien dans les Entre boîtes ? 100, 250 quand la boîte a vraiment rien, juste un produit, pas de revenu. Et après, on peut monter jusqu'à 500, 700 000 euros en suivant. Et c'est un peu ça notre vocation, c'est d'investir très tôt, d'aller chercher un premier client, avec notamment en B2B avec les entrepreneurs, et puis derrière de faire un tour un petit peu plus classique avec des généralistes pour lesquels en fait nous on sera la case assurance, on va cocher la case assurance, on n'a pas de plus grande prétention que celle-là, et d'investir donc avec des gens qui connaissent le software, qui connaissent le monde du B2B, des corporates, etc., qui connaissent l'international et qui vont apporter quelque chose de différent aux entrepreneurs. Et dans ce cas-là, nous on aime bien remettre de l'argent, donc on prend un risque maximum avec un ticket plutôt faible, assez logiquement. Et puis derrière, on se donne la capacité de réinvestir. Là-dessus, il n'y a pas de magie. Tous les fonds fonctionnent à peu près comme ça, en gardant un peu de réserve pour réinvestir dans les boîtes les plus successful. Et comment vous sourcez vos deals ? Moi, je trouve que vous avez, je te l'ai déjà dit, une visibilité, en tout cas sur les réseaux et via toutes vos publications, qui est assez top pour un petit fonds comme ça. Ça, c'est un des moyens de vous faire voir, de faire parler de vous. Mais quels sont les autres moyens que vous avez pour aller chercher ces deals ? Depuis le début, en fait, on a eu un raisonnement qui était simple. On travaille dans de l'industrie tech, on investit dans des boîtes tech, et pourtant le VC, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était quand même une industrie qui était très manuelle. Et ça reste encore manuel dans le process, comment sentir les gens, notamment en early stage et en seed en particulier. On dit souvent c'est une question d'équipe. Donc c'est vraiment un facteur très humain. Et en même temps, nous, on voulait être exhaustif de par notre footprint, en fait, à nouveau européen, et essayer de détecter des boîtes avant tout le monde, parce que c'était ça, on voulait investir dans des boîtes qui n'avaient pas encore levé d'argent, et donc ça on l'a automatisé. On a développé un robot qui nous permet en fait de sourcer en ligne sur de la donnée publique, les réseaux sociaux, les sites d'information, etc., qui nous permet de détecter des boîtes très tôt, avant tout le monde. Et ça, en fait, ce qui est formidable, c'est on l'a découvert en marchant, donc on était vraiment en mode un peu entrepreneur là-dessus. On l'a créé au départ pour notre usage. La conséquence, c'est qu'un peu plus de 3 ans après, on a plus de 3500 startups dans cette base, et c'est la plus grosse base d'Europe
sur la thématique InsurTech, FinTech, santé et sujets un petit peu adjacents. Et en fait, quand je dis c'est formidable, c'est pas tellement parce que ça nous apporte ce deal flow pour nous, mais c'est qu'en fait, la conséquence de ça, et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la data, c'est qu'on a vraiment une approche data-driven et tellement qu'on en a fait un business adjacent. C'est-à-dire qu'on a... C'est énorme. J'ai découvert ça. Ouais, on a une autre activité. Donc, on a Astoria VC qui est le fonds d'investissement. Et puis, finalement, par opportunité de marché et par demande du marché, on a créé une activité de data qui s'appelle Astoria.io et qui, justement, utilise toute cette donnée que le robot agrège, cette connaissance hyper fine, parce que c'est pas que l'existence d'une boîte, c'est où elle se positionne sur la chaîne de valeur, quelle est sa taille, quels sont les partenariats qu'elle a déjà réalisés, quels sont les chiffres qu'on a pu agréger sur et ça, tout développé en interne. Et ça, c'est tout développé en interne. On a Adrien, notre CTO, qui bosse full-time là-dessus. Et effectivement, c'est de la donnée qu'on vend à des acteurs, soit des investisseurs qui sont curieux de savoir, quand aura lieu la prochaine levée sur telle et telle thématique. Donc, c'est une feature qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est pas mal parce que du coup, même des généralistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas rater les deals. Que ce soit InsurTech ou pas, ça les intéresse pas plus que ça. Mais nous, il se trouve qu'on a cette donnée sur InsurTech, FinTech, santé connectée. Et donc, c'est de la donnée qu'on fournit. Et puis, pour les corporates, c'est plutôt de la donnée, je dirais, industrielle, de quelle est l'activité le long de la chaîne de valeur, sur la distribution, sur la partie souscription, qu'est-ce qui nous permet d'anticiper les tendances, etc. Donc, c'est plus une connaissance fine de ce qui est en train de se passer. À nouveau, avec ce focus assez unique qui est européen. Ouais. Il y a plein d'acteurs qui le font au niveau local, on le voit, parce que finalement, on est un acteur européen. La réalité, c'est qu'on est multilocal. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, parce que ça nous donne une visibilité tout de suite dans chacun des pays européens. Et on le voit bien sur ces sujets de données, on a pas mal de concurrents, entre guillemets, dont c'est le métier de cœur. Nous, c'est un métier adjacent, et qui consiste à avoir de la donnée locale. Nous, on a la chance d'avoir une donnée agrégée au niveau européen, et ça permet d'en tirer des conséquences et d'anticiper même certaines tendances, parce qu'il y a des sujets qu'on a déjà vus ailleurs et ça fait 50 fois qu'on le voit, ça ne marche pas. Et donc, est-ce que ça ne marchera pas en France ? Pas forcément. Mais à minima, on est en droit d'apprendre de ce qu'on a vu à côté. C'est top, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi un advisory board qui est assez impressionnant. Il vous sert à quoi, cet advisory board ? Mais il y a deux niveaux dans l'advisory board. Donc, il y a un vrai advisory board qui est plus des gens avec qui on échange de manière régulière, nous, Yann et moi, pour les orientations stratégiques, la partie levée de fonds, donner un petit peu de perspective sur des industries qui sont adjacentes, que eux connaissent parfaitement, et que nous, on connaît un petit peu moins. C'est des gens aussi qui sont dans l'assurance depuis toujours. Donc, à nouveau, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas la prétention de penser qu'on connaît l'assurance. On dit juste qu'on connaît bien l'InsurTech. Ouais. Voilà. Donc c'est une petite nuance, certes, mais quand même. Mais voilà. Donc on connaît pas toutes les subtilités. D'accord. En revanche, on a autour de nous des gens qui, eux, connaissent tout. D'accord. Et d'ailleurs, ça nous est hyper utile parce que même quand on fait des deals dans les due diligence, on se retourne vers eux en disant tiens, on a vu tel truc, qu'est-ce que t'en penses ? Et eux, ça fait 50 fois qu'ils voient le modèle et ils ont vu tous les problèmes que les uns et les autres ont eu à affronter avant. Et donc ça, on en apprend. Ouais. Ça veut pas dire qu'on les écoute systématiquement parce qu'il y a toujours ce biais de quand ça fait longtemps qu'on est dans une industrie, on est peut-être moins ouvert à l'innovation. Ceci étant, les gens qui nous entourent sont par définition des gens qui sont attirés par l'innovation, par les startups, sinon ils nous accompagneraient pas. Donc ça, c'est le premier niveau qui est plutôt un niveau intellectuel et industriel. Et puis, il y a un autre niveau qui est plutôt opérationnel. Et ça, c'est un réseau d'acteurs qui ont un boulot tous les jours, dont c'est le vrai métier, product, sales, RH, ou même sur des techs très précises, data scientist, développeurs blockchain, etc. Et ça, c'est des acteurs sur lesquels on s'appuie dans le développement des startups de notre portefeuille. Donc, en gros, quand on fait un deal... C'est du mentorat, en fait. Ouais, c'est du mentorat, exactement. Mais vraiment à la carte. On n'a pas un process qu'on applique à tout le monde par définition. Quand on fait une due deal, on regarde les trous dans la raquette et en fonction de ces trous dans la raquette, on va aiguiller vers Patrick pour le produit, par exemple. C'est des operating partners on demand. Oui, exactement. Plus particulièrement. Exactement. Et pourquoi on a cherché à avoir ce réseau-là depuis le premier jour, et ça nous semblait important, c'est qu'en fait, c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps, avec qui on a déjà bossé plein de fois. Donc, ils nous connaissent, on les connaît, et donc on leur fait une totale confiance. Et quand on leur passe, entre guillemets, une start-up, quand une start-up passe entre leurs mains, on sait... Elle sera bien traitée. Et ouais, exactement. Ouais. Et on sait ce qui va en sortir. Et donc, c'est aussi pour, certes, pas avoir un modèle qu'on réplique sur tout le monde. En revanche, brique par brique,
là, il y a de la réplication. Le produit, on sait comment ça se traite de la même... Pareil pour le process de vente, on a des éléments qui peuvent être répliqués et on sait que le mentor sur la partie sales a une approche qui est pertinente pour le B2B parce que c'est ce qu'elle sait faire de manière récurrente. Donc pour nous, c'était ça qui était très important, c'était gagner du temps en systématisant la démarche et en étant quand même un peu fin sur chacune des briques. Vous êtes combien maintenant ? Enfin, je veux dire, si on sort les personnes des advisory boards. Alors aujourd'hui, on est 3 partenaires au global, hein. Yann et moi sur la partie vraiment purement investissement, Adrien, CTO sur la partie purement tech, développement du produit, et puis on a 4 analystes qui bossent avec nous à cheval, je dirais, entre du pur investissement, deal flow, et puis un petit peu d'analyse de marché sur la partie data. Très intéressant. Bon, écoute, je suis désolée, on va pouvoir faire qu'une analyse d'une des boîtes de votre portefeuille. Vous avez combien d'investissements pour le moment ? Alors, on a une petite dizaine de boîtes en portefeuille. On en a annoncé, je crois, 3. Ça, c'est la magie du seed, c'est que les entrepreneurs ne sont pas toujours friands des annonces, surtout quand c'est des petits tours et quand les journalistes ne couvrent que les gros tours. Et c'est pas très grave. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que nous, on investit parfois entre des tours ou même avant un tour. On fait des notes convertibles. On est assez flexible. Quand on aime une boîte et qu'on a envie de travailler avec, on essaie d'aligner nos intérêts, soit évidemment en prenant part à une augmentation de capital, soit parfois en faisant juste une note convertible en disant voilà, on investit indirectement, hein, et quand il y aura une levée, on récupérera des actions dans la société, et c'est ce qui permet d'aligner les intérêts et de nous donner un incentive au travail qu'on va pouvoir faire pour structurer la boîte. Et donc voilà, donc on a une dizaine de boîtes. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que 75% des boîtes ne sont pas en France. Donc on a l'Espagne, on a la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne. On doit en déduire quoi là ? Non, c'est que c'est qu'en fait toutes les bonnes boîtes sur un sujet sont pas en France. Oui, c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et par ailleurs, ça démontre, à mon avis, à la fois notre capacité à sourcer en dehors de France, mais aussi notre capacité à faire des deals et à grossir en dehors de France. Et ce qui est formidable, c'est que avoir une boîte en Allemagne qui a son propre réseau, ça nous aide à une boîte en France qui va vouloir scaler en Allemagne. Pareil pour l'Angleterre, l'Espagne, oui, puis comme l'Italie. Ça, tu peux approfondir ta connaissance marché sur les marchés autres que la France, quoi. Exactement, parce qu'effectivement, un des enjeux auxquels on doit faire face, c'est qu'effectivement, depuis le début, on a cette volonté d'être européen. Et en fait, on se rend compte qu'être européen, c'est d'abord être multilocal. Donc il faut être très fort en France, il faut être très fort en Allemagne, très fort en Suisse, très fort en Italie, très fort en Angleterre, très fort en Espagne, et on joue contre des acteurs qui sont locaux, qui sont très forts localement parce qu'ils font que le local. Et ça, c'est vrai que c'est assez excitant, et avoir ce portefeuille si diversifié, c'est une manière de montrer qu'effectivement on a un petit peu réussi à étendre notre emprise, je dirais, sur l'InsurTech en Europe. Et ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que même des acteurs qui sont trop gros pour nous viennent quand même nous voir pour partager des visions sur le marché, essayer de comprendre justement multilocalement quand ils veulent scaler en France, ils viennent nous voir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à parler avec WeFox, qui est évidemment 5000 fois trop gros pour être un deal potentiel pour Astoria, où on discute avec GetSafe, qui est un distributeur en Allemagne et qui veut aller chercher justement l'agrément d'assurance et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont cette démarche-là et d'avoir ce type de discussion hyper industrielle avec finalement un acteur qui, à nouveau, est beaucoup trop gros pour rentrer dans notre portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui nous apporte beaucoup. Quand je dis nous, c'est vraiment à nos investisseurs, évidemment, assureurs, et puis à nos boîtes de portefeuille, parce que toute cette compréhension qu'on a de l'industrie, c'est quelque chose qu'on digère et qu'on partage évidemment avec à la fois nos investisseurs et puis, j'allais dire nos investissés, mais donc les boîtes de notre portefeuille. Est-ce qu'on peut juste en prendre une comme WeCover et que tu nous déroules en fait la relation que vous avez avec eux quand vous avez investi, la proposition de valeur de la boîte, et puis justement concrètement ce que vous leur avez apporté? Oui, c'est intéressant que tu prennes cet exemple-là, parce que je crois que ça coche plusieurs cases. Ça coche déjà une première case qui est, on est thesis-driven dans nos investissements. Et ça, la distribution, on l'a écrit, répété depuis le début, on est très friand de distribution indirecte. WeCover, en Espagne, fait du embedded insurance, donc de l'assurance intégrée. Donc c'est typiquement une boîte qui correspondait à l'opportunité de marché qu'on avait anticipée et qu'on voyait venir.
Et c'est en faisant des recherches, en étant visible sur cette thématique, qu'on en est venu à découvrir en fait WeCover grâce à notre outil de sourcing automatisé. Un jour, hop, on avait dans notre boîte mail en l'occurrence. Mais parce qu'en fait on a tous des petits critères et du coup voilà, ce qui est pure InsurTech tombe dans nos boîtes aux lettres tous les matins. Et donc on avait effectivement cette boîte là qui est basée où ? Qui est basée en Espagne. Ouais. Et donc ça c'était la première case. Donc il y a eu tout de suite un alignement d'intérêts avec eux intellectuels. Ils étaient en train de développer ce qu'on anticipait depuis longtemps. Le deuxième élément qui nous semblait hyper important, et on revient sur l'équipe, c'est ce qui nous a semblé être un unfair advantage pour eux, c'est que Jordi, le CEO, et Rafa, le CTO, ça fait 20 ans qu'ils font de l'assurance. Et en fait, ça... et notamment Jordi qui a beaucoup travaillé dans les réseaux de distribution, donc la distribution d'assurance un peu à l'ancienne entre guillemets, il connaît, mais du coup il connaît bien le besoin client. C'est ça qui est top. Et en fait, ces 20 ans d'expérience, au lieu d'être un frein à l'innovation, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, c'est un avantage aujourd'hui parce que si demain, ils ont besoin de créer un nouveau produit et qu'ils ont besoin de trouver un assureur pour avoir de la capacité, il décroche son téléphone et il l'a le lendemain matin. Donc, cette expérience-là est clairement une force parce qu'il a le réseau. Et il est connu, reconnu dans cette industrie qui est plutôt lente, plutôt plus lente que d'autres, de manière générale. Et donc, eux arrivent à craquer ce système-là parce que justement, il a déjà la relation. Et donc ça, c'était un élément qui nous semblait hyper intéressant. Et puis, on a travaillé avec eux justement sur une note convertible. C'est pour ça que je disais que c'était un très bon exemple. Parce que typiquement, on a investi chez eux en disant, voilà, c'est facile, ce que vous faites, on y croit à mort. Vous êtes l'équipe qui nous semble parfaite pour faire ça. Certes, vous ne levez pas d'argent, mais nous, on a envie de travailler avec vous. Et le seul moyen de travailler avec vous, c'est qu'on investisse et qu'on soit aligné. Et donc, on a fait une note convertible et on a dit, bah voilà, le jour où vous ferez une levée de fonds et on va vous accompagner dans cette direction-là, et ben effectivement, on récupérera des actions dans la société à ce moment-là, avec évidemment un intérêt financier. On reste un investisseur, mais voilà. Donc, c'était un alignement total d'intérêt. Et du coup, je trouve que cet exemple est très intéressant. Et par ailleurs, voilà, on travaille avec eux sur la suite de l'histoire. Et je pense que ça va être un bon exemple de notre capacité à voilà, développer une thèse. Aller chercher une boîte qui nous paraît pertinente, l'accompagner dans son développement et puis passer la main à d'autres qui sont meilleurs que nous pour travailler dans l'après. Ce qu'on dit toujours, c'est que nous, on fait du seed, on accompagne les boîtes du passage de 0 à 1, pour reprendre une expression fameuse. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous pour faire le 1 à 10 après. Parfait, écoute, c'est top. Merci infiniment. Dernière question, parce que j'ai toujours 2 questions à la fin. La première, c'est de te demander vos prochaines étapes et puis un bouquin à nous recommander. Alors, je vais commencer par le bouquin à lire et je donnerai un peu de perspective sur Astoria ensuite. Le bouquin à lire, je ne vais pas être hyper original, mais en fait, je me rends compte que même dans notre industrie, dans les services financiers, dans l'assurance, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. C'est Le dilemme de l'innovation. Et en fait, je trouve ce livre hyper intéressant pour 2 raisons. Un, il est terrible. Il a été écrit il y a 25 ans. Il est terriblement d'actualité. Donc ça, c'est terrible. Le côté plutôt positif, et c'est ça que j'en retiens, c'est qu'il y a quelques petites clés quand même pour permettre aux grands groupes d'innover. Pour faire très court, la conclusion, c'est les grands groupes ne peuvent pas innover. Mais, donc ça c'est le nouveau côté un peu sombre, mais il y a le côté voilà, exactement. Et puis surtout, il y a quelques petites clés qui est donner de la liberté, faire un petit peu à l'extérieur et surtout aller chercher, et c'est ce qu'on répète tout le temps, aller développer des nouveaux produits sur des segments de clients existants. Ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, il n'y a rien de magique dans ce que je dis, mais c'est la conclusion du livre et elle est tellement évidente que j'aime bien la rappeler parce qu'elle est hyper vraie en fait. Donc, développer des nouveaux produits sur des segments de clients existants ou au contraire, sur des produits existants, aller taper des segments de clients nouveaux. Et donc, c'est ça. Donc, je vous ai fait le résumé en 2 minutes, mais franchement, prenez un petit peu de temps pour le lire. C'est effectivement un livre qui vaut le coup. Et alors vos perspectives ? Et les perspectives d'Astoria, en fait, je dirais, comme on a réussi après quasiment 3 ans à démontrer notre thèse d'investissement et notre manière de faire de l'investissement, on a de la chance d'être approché en fait pour monter un fonds numéro 2. Donc comme tout fonds qui se respecte, après le fonds 1, on va monter le fonds 2 et donc c'est à ça qu'on travaille en ce moment. Augmenter la valeur de notre portefeuille, évidemment, délivrer de la valeur à nos investisseurs actuels et puis commencer à structurer la suite avec un deuxième véhicule qui aura vocation à continuer à faire exactement la même chose, InsurTech en Europe au niveau seed. Parfait, merci beaucoup Florian, c'était hyper riche, je sens que ça va être une longue newsletter. Merci Solène. À bientôt. À bientôt.
Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!